Vous êtes sur RTI 1, bonsoir à tous. Les titres de ce vendredi soir. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a transmis un message au président Alassane Ouattara via un envoyé spécial qui a été reçu aujourd'hui par le chef de l'État ivoirien. Il lui a également fait le point de la situation au Moyen-Orient. Quels sont les temps forts du processus de dépôt des dossiers de candidature pour les élections locales ivoiriennes du 13 octobre prochain? C'est un scrutin couplé qui verra à la fois l'élection des maires et des présidents de conseils régionaux. Des réponses tout à l'heure. La Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS, apporte son soutien aux victimes des pluies diluviennes du mois de juin dernier. La CNPS a fait un don de 50 millions de francs CFA au Fonds de solidarité chargé d'appuyer ces personnes sinistrées. Il confirme qu'il va bel et bien démissionner avant les élections telles que la loi l'exige. Le président malgache, candidat à sa succession, n'a cependant pas donné la date précise de sa démission. La constitution de son pays exige qu'il quitte le pouvoir 60 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle. Bienvenue à tous dans le 20h sur RTI 1. Un envoyé spécial du président palestinien Mahmoud Abbas a été reçu par le président Alassane Ouattara. La situation au Moyen-Orient et le renforcement des relations de coopération ivoiro-palestinienne au centre de la rencontre. Awa Touré. Dr Mahmoud El Abash, envoyé spécial du président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, qu'accompagné des guides religieux, musulmans et chrétiens, reçus par le président de la République au palais présidentiel. Il était porteur d'un message du président Mahmoud Abbas qu'il a remis au chef de l'État avant de lui faire le point sur l'évolution de la situation entre Israël et l'État de Palestine. Nous avons, au nom d'Allah, le miséricordieux par essence et par excellence, nous avons eu l'honneur ce matin de rencontrer son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Nous lui avons transmis un courrier manuscrit émanant de son Excellence, Monsieur le Président Mahmoud Abbas, le président de la Palestine. Et à l'occasion, nous avons donc tenu à informer son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, des évolutions relatives donc au conflit israélo-palestinien, et également nous lui avons fait part de la volonté des Palestiniens donc d'aboutir à l'autodétermination. Donc nous avons tenu à transmettre à son Excellence Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire les remerciements des autorités palestiniennes et du peuple palestinien pour tous les efforts consentis par la Côte d'Ivoire, notamment au sein des organisations internationales relativement à la cause palestinienne. Nous avons également abordé avec son Excellence Monsieur le Président donc l'amélioration et l'approfondissement des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la Palestine dans le domaine politique, dans le domaine culturel et également dans le domaine économique. Dr Mahmoud El Abash a par ailleurs transmis au président Alassane Ouattara une invitation de son homologue palestinien à effectuer une visite d'État en Palestine et prendre part aussi aux festivités chrétiennes de fin d'année. La représentante pays de la Fondation Friedrich Naumann a présenté son successeur à la présidente du RDR, Henriette Dagri-Diabaté. C'est une fondation qui travaille au développement des partis politiques. Le reportage est signé Gabriel Zani. Joe Chen, autre que remplace Inge Herbert à la tête de la Fondation Friedrich Naumann. Inge Herbert, en fin de mission donc en Côte d'Ivoire, a présenté son successeur à Henriette Dagri-Diabaté, la présidente du Rassemblement des Républicains. Après les présentations, place au bilan des activités menées entre le RDR et la Fondation politique allemande. De 2015 à 2016, plus d'une soixantaine de cadres et de jeunes du RDR ont été formés sur les thématiques de la consultation politique, l'autonomisation de la femme, la promotion de la jeunesse dans les instances de prise de décision. Ça fait 5 ans que j'étais responsable pour la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté pour l'Afrique de l'Ouest. J'ai vu beaucoup de changements en Côte d'Ivoire, ensemble avec des réseaux libéraux dont le RDR fait partie.
Nous travaillons pour des politiques libérales dans les domaines social, économique et réformes. Dès notre accession au pouvoir en 2011, les cadres du RHDP ont bénéficié d'une formation en Belgique et au Sénégal. Et c'est ce qui nous permet d'aborder aujourd'hui avec sérénité la seconde phase de notre projet politique qui est le Parti unifié. Au nom du président d'honneur de notre parti et l'ensemble des militants, je voudrais vous exprimer toute notre reconnaissance. Je voudrais à vous personnellement souhaiter un plein succès dans vos nouvelles fonctions. Une collaboration qui a traversé le temps à écouter les interventions. En 1996, la fondation allemande a aidé le RDR à mettre en place son premier outil de formation, nouvelle vision libérale qui s'est transformée aujourd'hui en cercle libéral. Prévue pour être publiée aujourd'hui vendredi, la liste définitive des candidats au scrutin local du 13 octobre prochain n'est pas encore disponible. En attendant sa publication, nous revenons sur les temps forts qui ont marqué le processus du dépôt des dossiers de candidature avec Alexis Ouedraogo. Ce vendredi 7 septembre 2018, la Commission électorale indépendante rend publique la liste des candidats aux élections couplées du 13 octobre prochain. Une liste très attendue. C'est le 14 août dernier que la Commission électorale indépendante ouvre le dépôt des candidatures pour les élections locales du 13 octobre. Au siège de l'institution, très peu de candidats. Il faut attendre la date limite de dépôt des dossiers pour constater l'affluence jusqu'après minuit. Le dernier moment, parce que c'est un choix délibéré, je voulais quand même peaufiner tous les dossiers, voir un peu, parce que c'est une première candidature, il ne faut pas s'affoler. C'est pas facile, moi je crois que les jours ont été très brefs. Il fallait quand même donner le temps aux gens de faire les dossiers. Des arguments réfutés par la CEI. On sait qu'on est candidat, ce n'est pas une surprise. Je pense que les candidats qui le voulaient bien devaient pouvoir s'organiser pour avoir les documents, étant donné que la date de péremption, c'est 3 mois au plus tard, après l'établissement, après la date d'établissement. Donc on a largement le temps d'établir les pièces. Autre point d'achoppement, le parrainage des candidatures. 18 personnalités se retrouvent sur 2 listes, celle du PDCI et du RHDP unifié. Le PDCI convoque lui une réunion d'urgence pour clarifier les positions. Depuis le 16 juillet, le parti unifié a été créé et le PDCI RDA s'est retiré de l'accord politique. Donc on a demandé à nos militants d'aller à PDCI RDA. Or, il y avait eu quelques discussions et quelques ententes sur le terrain. Donc, c'est des documents qui n'ont pas réactualisé. Voilà. Donc, vous avez vu, les instructions sont PDCI. Donc, nous allons sous la bannière PDCI. Au RHDP unifié, l'on lève un coin de voile sur cette polémique. Nous avons eu donc instruction du président du RHDP pour accorder donc le parrainage à 2 personnalités. Il y en avait 3, mais au finish 2 qui souhaitaient avoir une investiture double, donc du RHDP et d'une autre formation politique. Et le président donc, du RHDP a donné son accord pour que nous puissions leur donner effectivement l'investiture du RHDP. C'est ce que nous avons fait. Pour mieux cerner ce tableau, il faut remonter au mercredi 1er août 2018. Ce jour, au terme d'un tête-à-tête avec le chef de l'État, Alassane Ouattara, le PDCI annonce son retrait du processus de création du parti unifié. Au lendemain de la rencontre, le parti indique qu'il présentera des candidats pour les municipales et les régionales sous sa bannière. Si demain, on dit qu'il y a des élections en groupement politique RHDP, le PDCI répond présent comme on a fait jusque-là. Mais si c'est le RHDP parti unifié, le PDCI ira seul aux élections en son nom propre. Une partie de l'opposition, elle, demande un report du scrutin. Officiellement, le parti ne présente pas de candidat parce que nous restons fidèles aux principes pour lesquels nous sommes battus il y a quelques mois, que nous ne présenterions pas officiellement de candidat tant que la commission électorale n'aura pas été réformée.
Autre son de cloche au FPI. Le FPI aura des candidats au municipal comme au régional. Le 29 août, à quelques heures de la fermeture des bureaux de la CEI, le PDCI tient une conférence de presse pour demander un réaménagement de la date butoir du dépôt des dossiers de candidature. Le PDCI juge, RDA juge qu'il convient que des dispositions pratiques et techniques soient prises pour un réaménagement des dates de dépôt des dossiers de candidature et de tenue du scrutin. La commission électorale, elle se veut ferme et précise agir dans le respect des textes régissant le scrutin. Il y a un décret qui a été pris qui fixe la date de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers régionaux. Et ce décret a fixé cette date au 13 octobre. Et c'est justement en fonction de cette date que la date butoir de réception des dossiers a été fixée au 29 août. Parce que nous devons recevoir les dossiers au plus tard 45 jours avant l'élection. Ce dernier jour de réception de dossiers, au siège de l'institution, l'affluence est à son comble. Nos papiers sont au complet. C'est vrai qu'au début, concernant le casier judiciaire, il était question de faire le casier judiciaire à l'intérieur du pays où on est né. Et certaines personnes ont fait ça ici à Abidjan et au début, ce n'était pas valable. On nous a dit que maintenant, ça passe. Au final, le PDCI aura déposé 104 candidatures pour les municipales et 18 pour les régionales. Le FPI, lui, 5 candidatures. Au RHDP aussi, on dresse le bilan. Nous avons déposé pour le compte du RHDP 28 candidatures au niveau des élections régionales et 176 candidatures donc au niveau des élections municipales. Donc nous avons un peu plus de 200 listes que le RHDP parraine et dont les dossiers ont été donc enregistrés effectivement par la commission électorale indépendante avec récépissé. Autre fait notable, la montée en puissance des indépendants. Plusieurs candidats issus du camp présidentiel du PDCI-RDA ou encore de l'opposition font acte de candidature. Quand on est indépendant, on règle beaucoup de choses. Quand on est indépendant, tout est rassemblé autour de vous. Le 13 octobre prochain, les Ivoiriens, eux, iront au vote. Des élections qui, assurément, redistribueront les cartes du jeu politique ivoirien. Et la liste définitive des candidats est toujours attendue. Pourquoi participer à ces élections municipales et régionales? Des réponses ont été données lors du panel tenu ce vendredi au Centre culturel français. Il a été animé par des spécialistes en droits humains. Leur objectif est d'informer et sensibiliser les populations. Herman Guivet. Contribution, questions pour compréhension, autour de sujets tels la décentralisation, le développement local, le vote utile. Un ensemble de sujets abordés au cours de ce panel qui se donne pour objectif d'éclairer la lanterne des électeurs sur certains éléments qu'il convient pour eux de maîtriser avant de faire le choix définitif d'un candidat comme élu. Une action d'éducation civique et électorale menée par Civis Côte d'Ivoire, le mouvement ivoirien des droits humains et autres partenaires à 2 mois des municipales et régionales fixées au 13 octobre 2018. Les populations et électeurs semblent ne pas toujours maîtriser l'enjeu des élections municipales et régionales. Enjeu, la cohésion sociale et le développement local. Il faut donc voter utile. Nous pensons que le citoyen qui va profiter des politiques publiques des futurs maires et des futurs présidents des régions doit savoir tout cela et faire le choix de développement local en disant je tourne dos au cumulat, je tourne dos à ceux qui n'ont pas de programme de développement, je tourne dos à ceux qui n'habitent même pas dans la zone, qui ne pourront rien faire, ou alors ce citoyen qui est informé choisit quand même son père, choisit sa mère, choisit son ethnie, choisit son camp, choisit son clan, alors il est responsable du développement de sa localité. Voilà les idées que nous voulons promouvoir à travers cette activité. Les collectivités fonctionnent selon des règles qu'il faut absolument connaître avant de prétendre à leur gestion. Quand on veut être élu local, c'est parce qu'on est animé par le désir sincère de se mettre à la disposition de sa collectivité. C'est ça d'abord. Le maire ne fait pas ce qu'il veut. Le maire exécute les décisions prises par l'Assemblée que constitue l'organe délibérant, le conseil municipal. Le conseil municipal représente la collectivité. Aujourd'hui, le potentiel fiscal qu'il y a au niveau des collectivités
n'est pas exploité à 100%. Ça veut dire que les collectifs doivent faire des efforts justement pour mettre en place des systèmes de collecte de leurs propres ressources pour que ces systèmes-là puissent maximiser cette collecte et mettre à leur disposition les ressources pour leur développement. Les droits socio-économiques et culturels soutiennent également le développement local et la décentralisation en Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est de donner, d'abord, permettre à ces collectivités-là de prendre conscience qu'il existe des textes et également qu'ils ont des obligations en termes juridiques. Pendant 2 semaines, Civis Côte d'Ivoire et ses partenaires accentueront leur action de sensibilisation sur le terrain afin d'informer et motiver les populations à s'intéresser aux élections régionales et municipales et à effectuer un vote éclairé et utile pour le développement de leur localité. La Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS, apporte son soutien aux victimes des pluies diluviennes du mois de juin dernier. La CNPS a fait un don de 50 millions de francs CFA au Fonds de solidarité chargé d'appuyer les personnes sinistrées. Grâce Kando. 50 millions de francs CFA remis au Fonds de solidarité du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté par la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS. Ce don est destiné aux victimes des inondations du mois de juin. Chaque fois qu'il y a ce genre d'événement dramatique en Côte d'Ivoire, la CNPS intervient pour aider le gouvernement à venir en aide aux personnes qui ont été sinistrées à l'occasion des dernières pluies. Nous invitons d'autres entreprises à emboîter le pas. Les récentes pluies diluviennes, il faut le rappeler, ont fait 22 morts et 2848 familles sinistrées. Ce geste de la CNPS vient accompagner les initiatives déjà prises par le gouvernement. C'est 50 millions qui sont offerts au Fonds national de solidarité. Et donc c'est cet argent qui permet, en plus d'autres dons que nous avons reçus, de venir en aide à ces personnes, de porter assistance à ces personnes ou à bien d'autres. Les désastres qu'ont causé les pluies diluviennes, la CNPS est encore là. Elle prouve bien que c'est une entreprise citoyenne et qui, comme son objet l'indique, s'occupe du social et des problèmes sociaux des Ivoiriens. La Caisse nationale de prévoyance sociale n'est pas à son premier geste. La structure avait déjà apporté une contribution de 50 millions de francs CFA au gouvernement ivoirien lors de l'apparition de la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Depuis quelques mois, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance met les bouchées doubles dans la lutte contre la corruption. L'institution vient d'effectuer une mission dans les régions de Soubré, Gagnoa et Divo. Les autorités ont exhorté les populations locales à dénoncer les actes de corruption qui impactent le développement du pays. Olivier Riebi et Sidonie Davila. Amener les populations à tourner le dos à la corruption et aux infractions assimilées, une des missions de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Pour y arriver, l'institution est engagée dans une campagne de proximité dans les régions du pays en vue de sensibiliser les populations sur les conséquences de la corruption. Nous sommes venus sur le terrain pour échanger avec vous, pour qu'ensemble on trouve la bonne conduite pour savoir comment lutter contre ce mal. L'initiative est appréciée par les populations locales. C'est une séance qui est bienvenue parce que la corruption gangrène toute la Côte d'Ivoire. Ça freine le développement. Si la population est imprégnée des missions de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, cela va conduire la population à mieux dénoncer ces corruptions. Le premier responsable de la campagne de sensibilisation pense pour sa part que la collaboration entre la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et les ménages va aider à trouver une réponse adéquate à la question de la corruption en Côte d'Ivoire. La campagne de sensibilisation a pour objectif de changer les comportements. Amener chaque Ivoirien d'abord au niveau des cibles que nous avons visées, donc l'administration locale et le corps préfectoral, à limiter les dégâts que la corruption fait sur le développement de notre pays, sur l'attractivité de notre pays, sur les indicateurs au plan international. L'objectif, c'est de créer une coalition entre les différents acteurs que sont l'État, le gouvernement, les organismes, la population, la société civile, ainsi que le secteur privé et les médias. Nous puissions tous parler le même langage.
À l'occasion de ces rencontres, les responsables de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance dotent les différentes régions de mécanismes de surveillance de la corruption. Sont installés des comités anticorruption dans les régions de la Nawa, du Go et du Logibwa. Les élus, les chefs de communauté, les agents de l'administration locale et les acteurs de la société civile sont membres de ces comités. Comment fonctionne l'Observatoire du service public et l'inspection générale? Quelles sont leurs avancées mais aussi leurs besoins? La ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du service public s'est rendue dans ces organisations sous sa tutelle. Le reportage de Christian Dago est commenté par Patricia Omoetia. Moderniser l'administration et les services publics de Côte d'Ivoire, conformément aux normes internationales d'ici à 2020. C'est l'engagement qu'a pris Raymond Goudou Kofi, ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du service public, lors de sa visite de prise de contact avec les différents services sous sa tutelle. Nous avons encouragé également nos collaborateurs à se mettre au travail, simplement parce que la modernisation de l'administration est un département transversal, extrêmement important, qui a pour mission première de procéder surtout à la gouvernance au niveau de l'administration, mais également à faire en sorte que pour un pays qui aspire à l'émergence comme la Côte d'Ivoire, et selon la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il est évident que cette émergence ne peut passer que par une administration efficace, efficiente et surtout moderne. Ces administrés promettent de travailler à la réalisation de ces objectifs. Nous épousons totalement la vision qu'elle veut donner aujourd'hui à l'OSEP. C'est une vision très dynamique, c'est-à-dire d'aller au-devant des administrations, de faire en sorte que la modernisation se fasse. Cette visite intervient 2 mois après sa nomination à la tête de ce ministère. Dans le domaine de la sécurité maritime, la CEDEAO met en place une stratégie commune pour lutter contre les menaces. Les représentants de 15 pays membres se sont réunis à Abidjan. Pendant 3 jours, ils ont traité la question relative à la dotation en personnel des centres maritimes multinationaux de coordination et aussi des centres régionaux de sécurité de l'Afrique de l'Ouest. Les pays de la sous-région ouest-africaine qui ont pris part aux réflexions s'engagent à se mettre à la disposition de la communauté économique sous-régionale afin de relever les défis sécuritaires dans le golfe de Guinée. Le quotidien L'Intelligent d'Abidjan fête ses 15 années d'existence et donc de publication. Les festivités marquant cet anniversaire se déroulent à Abidjan les vendredis 7 et samedi 8 septembre. Une plateforme d'échange dénommée Abidjan Media Forum s'est tenue ce matin sur la question de la liberté de la presse. Au programme ce soir, un dîner gala et un grand concert samedi. Serge Coléa. L'aventure commence en 2003. Au plus fort de la crise et des dissensions politiques en Côte d'Ivoire, l'Intelligent d'Abidjan se positionne comme un journal papier prêt à décortiquer l'actualité en toute impartialité. Exercice difficile, mais pas impossible. C'est un journal de liberté, de combat, et il a payé le prix fort à des moments donnés. C'est un journal centriste, c'est un journal qui n'a pas de parti pris, qui a toujours fait du bon boulot. Nous souhaitons que ce journal continue, qu'il réussisse à faire sa mutation vers le numérique, parce qu'aujourd'hui, ce n'est un secret de personne. L'environnement économique de la presse est très difficile. Pour encourager l'Intelligent d'Abidjan, 3 ministres du gouvernement ont fait le déplacement. Raymond Goudou Kofi, Mamadou Touré et Anne Désiré Ouloto, représentant le Premier ministre parrain de ce 15e anniversaire. Monsieur le Premier ministre nous a demandé de transmettre ses félicitations, mais surtout de réitérer son engagement qui est celui du gouvernement, qui s'engage à faire de notre nation une grande nation démocratique, avec tout naturellement une presse libre, mais une presse responsable, une presse à l'écoute des populations et au service de la nation. Abidjan Media Forum, c'est la tribune scientifique de ces festivités.
Plusieurs personnalités africaines du monde de la presse ont participé à cette plateforme de promotion de la liberté de la presse. Le Burkina Faso, venu avec une forte délégation de professionnels de la communication, ainsi que Sa Majesté Anzombaki William, roi de Komé Akati au Bénin, ont particulièrement loué la qualité du travail abattu par Wakili Alafé, le directeur général de l'intelligence d'Abidjan, et toute son équipe. Quittons le domaine de la presse pour celui de la production agricole. Le manioc est aujourd'hui la deuxième denrée de grande consommation derrière l'igname en Côte d'Ivoire. Le volume de sa production a quintuplé. Il est passé de 1 million à plus de 5 millions de tonnes. Mais le problème reste la commercialisation. Comment le résoudre pour permettre aux producteurs d'avoir de meilleurs profits? Noël Niagno. Le manioc, hier, produit de soudure, il est aujourd'hui un produit de grande consommation en Côte d'Ivoire. Cette consommation est de 100 à 110 kg par habitant en zone urbaine contre 60 kg pour le riz. Sa production est passée de 1 million de tonnes à 4,5 millions et les produits dérivés sont légion. De plus, les retombées pour le producteur sont importantes. Plus de 500 milliards de chiffre d'affaires dans la chaîne de la valeur. Et l'avantage du manioc, c'est que les producteurs ont à peu près 50% de revenus dans la chaîne de valeur, ce qui n'est pas le cas avec les autres spéculations. C'est un produit qui est multi, qui a plusieurs dérivés. On le consomme en atiéké, en frais, en foutou, en placali, en natoukou, en gari. Donc chaque personne a son goût dans le manioc. Seulement voilà, la filière est face à plusieurs contraintes sur le plan de la production, de la transformation, de l'organisation des acteurs et du financement. Avec en pole position la question de la commercialisation. Si il faut travailler et puis ne rien avoir, c'est vraiment difficile. Donc vraiment, il faut que, quand on nous dit de planter, il faut que les gens vraiment viennent pour acheter le manioc, pour qu'on puisse avoir de l'argent, pour que nous soyons vraiment en joie. Créer un cadre de rencontre des acteurs de la filière a fondé le premier symposium sur le manioc à Aboisseau, à 115 km d'Abidjan. Les rencontres acheteurs-vendeurs du manioc que nous organisons doivent pouvoir ouvrir des perspectives pour les acteurs de la filière en termes d'acquisition d'expérience, de financement des acteurs et surtout de débouchés pour l'écoulement de leurs produits. Avant la conclusion des travaux, la FAO a souligné les acquis du projet régional mis en œuvre dans 7 pays, dont la Côte d'Ivoire. Oui, ça nous fait la 4e année que le projet est en cours. Et l'impact qu'on nous donne, ça veut dire d'abord, ça a permis de renforcer les relations entre les producteurs, transformateurs et les acheteurs. Au lieu de produire à l'aléatoire, nous avons maintenant des transformateurs et des producteurs qui ont des clients plus ou moins connus d'avance. Ça leur permet de faire une meilleure planification de leur production et ça permet aussi à l'acheteur d'organiser sa logistique en conséquence en fonction de la disponibilité et tout en respectant aussi les caractéristiques et les standards en termes d'alimentation, d'hygiène et de santé. Des acquis à implémenter pour résoudre l'équation au cœur de cette rencontre à travers le thème « Opportunités et défis d'accès aux différents marchés local, sous-régional et international ». L'actualité dans le reste du monde, premier arrêt Madagascar. Le pays est dans l'attente de la démission de son chef de l'État, Ahmed Traoré et Gabriel Zani. À Madagascar, on s'attend aujourd'hui à la démission du président de la République. Yeri Rajaronari Mapianina a en effet annoncé qu'il se présenterait pour un second mandat. La constitution malgache exige qu'il quitte le pouvoir 60 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, soit le 8 septembre. Une décision pour éviter notamment que le président en exercice utilise les moyens de l'État pour faire campagne. Un sommet très attendu entre les présidents iraniens, russes et turcs se tient ce vendredi 7 septembre à Téhéran. Au cœur des discussions, la Syrie et le sort d'Idlib, dernier grand bastion des insurgés dans le pays. Le régime et ses alliés menacent de lancer une offensive de grande envergure, tandis que l'ONU et les pays occidentaux mettent en garde contre un désastre humanitaire. La Turquie, proche de certains groupes rebelles, veut tout faire pour éviter cette offensive. Elle craint en effet un afflux de réfugiés à ses portes car la province d'Idlib est située à sa frontière.
À un mois exactement du premier tour de l'élection présidentielle, le candidat de l'extrême droite brésilien Jair Bolsonaro, en tête des intentions de vote au premier tour, a été poignardé en pleine campagne dans la ville de Juiz de Fora. Il a été opéré et pourrait être transféré vers un hôpital de Sao Paulo ce vendredi. Jair Bolsonaro n'est plus en danger, mais son état de santé reste délicat. La campagne présidentielle brésilienne est bouleversée. La plupart des adversaires du député ont fermement condamné cet attentat. Et voilà qui met fin à ce 20h. Merci de votre attention et à demain soir sur RTI 1 toujours.